Sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous les seuls à regarder les étoiles et à nous demander s'il y a quelqu'un là-haut? Aujourd'hui, les spécialistes enquêtent sur la question de différentes façons. Certains utilisent d'immenses radiotélescopes et d'autres des sondes interplanétaires ou interstellaires. Si nous trouvons des extraterrestres, seront-ils doux et tendres? Ou les premiers d'entre eux que nous contacterons seront-ils simplement des machines réplicantes dont les créateurs seront morts depuis des millions d'années? Certains des plus grands spécialistes au monde explorent la question et sont à la recherche d'E.T. Nombreux sont ceux qui sont restés éveillés la nuit et qui, en regardant les étoiles, ont songé à l'existence d'une vie extraterrestre. Dans une galaxie qui compte des milliards d'étoiles, dans un univers qu'habitent des centaines de millions de galaxies, sommes-nous seuls? Le caractère infini de l'univers est difficile à saisir, mais voici une image qui peut vous en donner une idée. Disons que le Soleil est de la taille d'une bille que l'on va déposer sur un trottoir de Manhattan. La Terre serait une tête d'épingle à 1,20 m de là, et Mars 60 cm plus loin. L'étoile la plus proche, susceptible d'abriter une forme de vie intelligente, Alpha du Centaure, ne serait pas à 3 ou 30 mètres de là, mais beaucoup plus loin. Elle se situerait à Washington, à 300 km. Et l'étoile suivante pourrait être à 10 000 km, comme à Rio de Janeiro. Mais si nous rencontrions par hasard des voyageurs de ces différents points du cosmos, à quoi ressembleraient-ils? Seraient-ils plus ou moins comme nous, ou fondamentalement différents? Pourrait-il être étrange au point de n'avoir rien en commun avec ce que nous connaissons, ce que nous avions imaginé ou même redouté? Beaucoup de spécialistes pensent que cette recherche doit commencer en examinant précisément la façon dont la vie s'est manifestée sur la Terre à ses débuts. Au début des années 50, deux chimistes de l'Université de Chicago ont émis des hypothèses sur la composition chimique qui a permis l'éclosion de la vie. Le prix Nobel Harold Urey et un chercheur de son laboratoire, Stanley Miller, recréent en laboratoire les conditions de la soupe originelle. Ils injectent du méthane, de l'ammoniac gazeux, de l'hydrogène et de l'eau dans un système stérile de ballons et de tubes en verre, ces substances étant censées abonder sur la Terre lors de sa création. Si l'on met tout cela dans un récipient et qu'on y ajoute une forme d'énergie pour provoquer une réaction, que va-t-il se passer? Quelle réaction va-t-on obtenir? Miller et Urey déclenchent des étincelles entre les électrodes pour simuler des éclairs. Les résultats sont électrisants. Ils ont obtenu une sorte de matière brunâtre. Ils ont commencé à l'analyser et ils y ont trouvé beaucoup de composés organiques, dont certains étaient des acides aminés qui sont les précurseurs, les éléments de base des protéines. Les protéines sont quant à elles les éléments de base de la vie. L'expérience de Miller et Urey a démontré que les précurseurs des organismes vivants pourraient avoir reçu le signal de départ d'une réaction chimique. Or, ce type de réaction n'est pas limité à la Terre. Le méthane, l'ammoniac, l'hydrogène et l'eau sont présents dans d'autres objets cosmiques de notre système solaire, et même, selon de nombreux spécialistes, à travers tout l'univers. L'astronome Carl Sagan, en parlant de cette expérience, a noté qu'aucune autre n'a fait davantage pour convaincre les spécialistes que la vie pourrait prospérer partout dans le cosmos.
Mais la présence de l'eau est la clé de l'expérience. Une réaction chimique de ce type ne peut avoir lieu sans elle. L'eau est parfaite pour dissoudre les matériaux. Elle fait cela bien mieux que la plupart des autres liquides. Et elle permet de dissoudre toutes sortes de nutriments et de produits chimiques, des éléments qui peuvent agir comme des catalyseurs et qui suscitent la production de substances chimiques nécessaires à la vie. L'eau stocke très bien tous ces éléments chimiques. Sur la Terre, on trouve aussi de l'eau dans certains environnements extrêmes, et elle y abrite certaines formes de vie. Celle-ci prospère dans les océans à des profondeurs que la lumière du soleil ne peut atteindre, ou encore dans des crevasses rocheuses humides, en dessous de la surface de la Terre. Et même, par exemple, dans un ancien lac californien, dont le taux de salinité excède 10%, ce qui représente 3 fois celui de l'océan. Mais la vie terrestre a aussi besoin de carbone, qui était en fait la substance principale produite par l'expérience Miller-Urey. Toutes les formes de vie que nous connaissons sont composées pour une large part de molécules de carbone. La vie a besoin d'une certaine forme de capacité à créer des molécules longues qui puissent stocker l'information. Et le carbone est formidable pour construire des molécules longues. Ainsi, par exemple, la molécule de l'ADN est faite d'1 milliard de paires de brins porteurs de base. Une molécule d'ADN de l'une de vos cellules que l'on étirerait mesurerait 1 mètre de long. Une seule molécule de l'une des 3 milliards de cellules qui forment votre corps. On a donc besoin d'un élément qui stocke la quantité énorme d'informations nécessaires pour créer une créature comme un lion, un humain ou un arbre. Mais si la vie existe ailleurs, dans notre galaxie, ou même au-delà, est-elle née des mêmes conditions ? La vie extraterrestre serait-elle basée sur l'eau et le carbone ? Une vie intelligente serait-elle façonnée par l'ADN et les extraterrestres auraient-ils la même apparence que nous ? Peut-être serait-il un peu comme nous, mais ce serait vraiment une pure coïncidence. Prenez un écureuil. Il habite la même planète que moi. Il a un ADN, et 70% de son ADN est sans doute semblable au mien. Mais il ne me ressemble pas. Alors pourquoi les extraterrestres me ressembleraient-ils ? Il n'y a guère de raison. Robert Hurt, chercheur à l'Institut de technologie de Californie, a passé du temps à réfléchir à d'éventuelles formes de vie extraterrestres. C'est un spécialiste de la visualisation scientifique. Il utilise des données transmises par le télescope de l'espace, Spitzer, pour interpréter les images des objets de l'espace profond et des processus qui s'y déroulent. Par l'imagerie, nous essayons de trouver des moyens visuels pour expliquer des concepts techniques complexes. Nous étudions les planètes qui sont autour d'autres étoiles, la façon dont se forment les étoiles et les nébuleuses, les processus qui se développent dans les galaxies et l'univers lointain, et nous remontons ainsi jusqu'au Big Bang. Robert Hurt a accepté pour nous d'utiliser les données scientifiques que nous avons pour imaginer une forme éventuelle de vie extraterrestre. Il a choisi comme lieu d'expérience Jupiter. C'est un vrai défi étant donné que la planète est en fait une boule de gaz géante. Nous avons ici une planète où il n'y a pour ainsi dire pas de sol. L'atmosphère est essentiellement composée de gaz d'hydrogène et d'hélium, bien qu'elle soit riche en composés organiques. Quand on s'enfonce dans cette atmosphère, elle devient de plus en plus chaude et la pression augmente également. Donc la question est, que peut-on faire? Que peut-on imaginer de vivant dans un environnement comme celui-ci? En se référant au seul modèle de vie que nous connaissons, les organismes terrestres, Hurt a commencé par se demander ce qui était indispensable à l'émergence de la vie sur Terre. Vous avez besoin de sources d'énergie. Vous avez besoin des substances chimiques dont la vie terrestre a besoin pour construire les matériaux dont elle est faite. Sur Jupiter, la source principale d'énergie est un léger rayonnement venant du Soleil qui frappe le haut de l'atmosphère de la planète. Et la seule source connue d'éléments chimiques qui puissent servir d'éléments de base pour une forme de vie sont les composés organiques qui tourbillonnent dans la couverture nuageuse de Jupiter. En essayant d'imaginer une forme de vie qui s'appuierait sur ces deux points, le Dr Hurt s'est souvenu d'une idée émise à l'origine par Carl Sagan dans les années 70.
une sorte de ballon vivant fait de gaz. Une telle créature pourrait rester en l'air dans l'atmosphère de Jupiter. Maintenant, bien sûr, il y a un problème sur Jupiter. C'est que l'atmosphère est déjà constituée du gaz le plus léger qui soit, l'hydrogène. On ne peut donc pas vraiment avoir un ballon plus léger que l'hydrogène. Donc, si on veut un ballon qui puisse flotter dans l'atmosphère de Jupiter, il faut qu'il soit rempli d'air chaud. Robert Hurt a inventé un organisme extraterrestre qui ressemble plus à une plante qu'à un animal. On aurait donc un ballon en forme de plante qui flotterait car il serait gonflé d'air chaud. Cela dit, le coût biologique pour produire cet organisme est très élevé. On pourrait donc imaginer une créature à la peau très foncée et très fine, ce qui permettrait aux rayons du soleil de chauffer le gaz à l'intérieur. On pourrait créer un organisme qui léviterait durant les heures du jour, simplement en absorbant les radiations solaires. La nuit, la plante perdrait sa source de chaleur. Mais Robert Hurt a tenu compte de ce problème dans le concept même de sa créature. Elle a une forme qui lui permet de fonctionner un peu comme un parachute, qui peut suivre les courants thermiques. Au cours de la nuit, lorsqu'elle ne pourrait réchauffer son gaz aux rayons du soleil et flotter comme un ballon, elle pourrait descendre plus bas dans l'atmosphère et glisser sur les courants thermiques, un peu comme un planeur. Le temps qu'elle passerait à plus basse altitude devrait être bénéfique pour cette créature, car c'est là que sa nourriture est la plus abondante. Je l'ai dotée d'une sorte de racine pneumatophore. Quand la créature s'enfonce dans les parties basses de l'atmosphère, elle peut en tirer certains composants organiques. Ils existent sur Jupiter. Bien sûr, la création du Dr Hurt, cette plante ballon jupitérienne, n'est pour l'instant qu'un exercice inventif et divertissant, bien qu'il soit tout à fait fondé scientifiquement. Mais pour de nombreux astrobiologistes et astrogéologues, il est réaliste de penser que certaines formes de vie puissent exister à l'heure actuelle sur d'autres objets de notre système solaire. C'est le cas en particulier dans la glace qui couvre Europe, une des lunes galiléennes de Jupiter. À 500 millions de kilomètres de la Terre, en orbite autour de ce géant gazeux qu'est la planète Jupiter, se trouve ce qui pourrait être le refuge de la vie extraterrestre dans notre système solaire, Europe. C'est une boule couverte de glace, de la taille de notre Lune, ce qui équivaut à un quart de la Terre. Les spécialistes pensent que la glace qui couvre cette Lune est un océan d'eau liquide. Cette hypothèse est appuyée par le fait qu'Europe conduit le champ électromagnétique émis par Jupiter. Ce phénomène de conduction est l'indice, en tous les cas nous le pensons, de la présence d'eau salée à l'intérieur d'Europe. On pense que cette couche d'eau pourrait avoir une épaisseur d'au moins 150 km. Souvenez-vous qu'Europe est de la même taille que la Lune, ce qui veut dire que même si elle est plus petite que la Terre, elle contient 2 fois plus d'eau liquide que tous les océans de notre planète. Et l'eau liquide, comme on le sait, est ce qui rend possible la vie sur Terre. Les scientifiques à la recherche de formes de vie extraterrestres se penchent attentivement sur le statut d'Europe. Mais comment pourrait-il y avoir de l'eau liquide, qui gèle en dessous de 0 degré Celsius, sur une Lune 4 fois plus éloignée du Soleil que la Terre ? Europe trace une orbite ellipsoïdale autour de Jupiter. Parfois elle en est proche, et parfois elle s'en éloigne. Quand elle est proche de Jupiter, elle est étirée par la force de gravitation de la planète. On appelle ça un effet de marée. Et quand elle s'en éloigne, elle se rétracte. Ce qui veut dire que le corps d'Europe est continuellement en travail. La friction causée par cet étirement produit de la chaleur, tout comme une balle de caoutchouc s'échauffe quand on la comprime de façon répétée. Ce processus lié à l'effet de marée pourrait produire assez de chaleur pour garder de l'eau sous forme liquide sous la surface d'Europe. On voit d'autre part que ces étirements répétés provoquent des fractures dans sa croûte de glace.
Imaginez que vous soyez en train d'essayer de changer la forme d'un œuf. Qu'arriverait-il à la coquille? Elle craquerait. C'est ainsi que lorsque nous regardons la surface d'Europe, nous voyons des lignes qui indiquent presque certainement l'emplacement de fissures. Il semble que ces fissures s'ouvrent et se ferment fréquemment, et en permettant à l'eau qui est sous la surface d'entrer en action avec la surface, elles peuvent avoir d'importantes conséquences sur une éventuelle forme de vie sur cette lune. L'eau de l'océan lunaire va se précipiter dans cette fissure, et en même temps elle gèle, enfin, elle commence à geler. Quelques heures plus tard, quand la fissure se referme, elle presse cette eau gelée et de la neige fondue remonte à la surface. C'est pour cela que nous voyons sur Europe ces lignes qui, dans la plupart des cas, sont doubles et s'allongent de chaque côté de la fissure. La majeure partie de l'eau est éjectée de la fissure et retourne en arrière, vers l'océan qui est en dessous. Et il semble qu'elle puisse alors transporter sous la surface certains éléments nécessaires à la vie. Au-dessus de la glace qui couvre Europe, on trouve de l'oxygène. Il a été séparé de l'eau lorsqu'elle était sous forme de glace, par des particules chargées par le champ magnétique de Jupiter. La surface d'Europe semble de plus abriter des composants organiques qui viennent de comètes et de morceaux de comètes. Voici encore un ingrédient important pour la vie. Le docteur Richard Greenberg, de l'Université d'Arizona, a montré graphiquement comment d'éventuelles formes de vie pourraient profiter de l'écosystème créé par une fissure dans la croûte de glace d'Europe. L'atmosphère extérieure de la planète ne serait pas bénéfique à des formes de vie, à cause de la radiation. Mais en descendant de quelques mètres à l'intérieur, on est en sécurité par rapport à cette radiation. Et en même temps, on capte assez de lumière du soleil pour que se produise la photosynthèse. Un éventuel organisme vivant serait relié à l'océan par l'eau, qui, grâce à l'effet de marée, afflue et reflue chaque jour. Une journée sur Europe est beaucoup plus longue qu'une journée sur Terre, près de 3 fois et demi. Cela donne le temps aux organismes mobiles de s'aventurer dans la fissure. On pourrait imaginer d'autres organismes qui s'accrochent au mur de ces fissures et exploitent simplement les flots de l'eau de l'océan qui passent chaque jour devant eux. Toutes les créatures semblables aux mollusques et aux méduses pourraient s'élever avec l'eau dans les fissures pour recueillir à la surface des nutriments frais. Dans les océans couverts de glace d'Europe, la vie pourrait aussi trouver de l'énergie et des nutriments d'un autre endroit que la surface glacée. Il est possible que la chaleur résiduelle du cœur de cette lune ait fait naître des évents hydrothermaux sous-marins. Sur Terre, ce type de système abrite de multiples formes de vie exotiques. Ce qui se passe, c'est que l'eau qui est très chaude et contient beaucoup de métaux lourds passe à travers l'eau du sol et est injectée dans l'océan même. Il y a là beaucoup de composés chimiques dont la vie peut se nourrir. Cette source chimique d'énergie permet l'existence d'immenses populations de bactéries et de très petites formes de vie. Il y a tout un écosystème, une chaîne de nourriture, qui permet à différentes sortes de poissons et de vers de prospérer dans ces endroits. Depuis quelques années, on discute de l'opportunité d'envoyer sur Europe un vaisseau qui pourrait pénétrer la glace et prouver la présence de vie. Mais Richard Greenberg, un expert de cette lune, pense qu'il serait possible de découvrir des signes de vie sans pénétrer la glace. Si nous envoyons un vaisseau spatial sur Europe pour chercher la vie, cela pourrait être assez facile d'y arriver, plus facile qu'on ne l'imagine généralement. On s'est essentiellement posé les questions suivantes. Comment faire pour traverser ces kilomètres de glace? Pour descendre au fond des océans? Comment percer la croûte glacée? Ou la faire fondre pour passer au-delà? Mais ce ne sera pas nécessaire. Si l'on arrive à se poser à un endroit où le matériau, que ce soit sous forme de liquide ou de glace, est remonté récemment de l'océan, on pourrait y trouver des traces d'organismes. Ou bien, si l'on peut se poser intelligemment dans un endroit actif, on pourrait y prélever des échantillons d'eau océanique réellement fraîche. Selon certains, le risque dans ce cas serait de contaminer la lune glaciaire.
Si des micro-organismes s'embarquaient clandestinement dans un vaisseau qui atterrirait à la surface d'Europe et qu'ils trouvent leur chemin dans l'eau liquide, nous pourrions plus tard nous rendre compte que la vie que nous aurions cru avoir découverte sur Europe viendrait de chez nous. Mais il existe une autre lune éloignée, quelque part ailleurs dans notre système solaire, qui ne risque pas d'être contaminée par nous, tant la vie y serait différente. Depuis 2004, une sonde de la NASA, ainsi que la sonde Cassini-Huygens, tourne en orbite autour de Saturne et a effectué plusieurs survols de Titan, la plus grande lune de cette planète. Titan est un énorme corps planétaire, la seconde plus grande lune du système solaire. Elle est moitié plus grande que notre lune. Si elle n'était pas en orbite autour de Saturne, Titan serait une planète de plein droit. Mais le plus impressionnant, c'est que beaucoup de scientifiques pensent que cette lune pourrait maintenant ou dans le futur abriter des formes de vie. Sa géologie ressemble beaucoup à celle de la Terre. Tous les phénomènes que nous connaissons, le vent, l'érosion, les lacs, le volcanisme, la formation des montagnes, les cratères, nous les trouvons tous sur Titan. C'est un objet très riche en termes de géologie. Mais à 1260 km du Soleil, 6 fois plus loin que la Terre, Titan est au-delà du gel. La température moyenne à sa surface est de presque 150 degrés en dessous de 0 Fahrenheit. C'est tellement froid que l'eau gelée à la surface de Titan est comme de la pierre. Les pierres de cette photo prise par la sonde Huygens sont en fait de l'eau. Il y fait tellement froid que les hydrocarbonés comme le méthane et l'éthane, qui sont à l'état de gaz sur Terre, sont à l'état liquide à la surface de Titan. L'orbiteur Cassini en a aperçu au cours de son vol. Nous voyons ce qui semble être du matériau organique à la surface. Et nous voyons aussi de vastes étendues de liquide. Mais ce n'est pas de l'eau. C'est du méthane, dans lequel est peut-être dissous de l'éthane. Il y a d'immenses lacs, de la taille de petites mers. Les astrobiologistes commencent à nourrir l'idée que des organismes pourraient s'être développés dans ces lacs. La vie y serait très particulière. Nous avons pensé à la vie en termes d'eau et d'eau liquide. Mais pourrait-il y avoir de la vie dans les hydrocarbonés liquides? Peut-être. La vie sur Terre existe dans certains endroits très difficiles, où vous ne vous attendriez pas à trouver de la vie. Et nous appelons ces organismes extrémophiles. C'est parce qu'ils aiment vivre sous des conditions extrêmes. Par exemple, nous sommes ici sur le lac Mono, un lac très alcalin où l'on a trouvé des extrémophiles. Il est possible aussi que la vie se soit créée plus tôt dans l'histoire de Titan, à une époque où la chaleur liée à la formation de cet objet cosmique était encore présente. Les conditions auraient été alors similaires à celles qui régnaient sur la Terre lors de sa formation. Il y a beaucoup d'eau ici, beaucoup de nitrogène et beaucoup d'autres éléments. Donc vous avez de l'eau chaude, du nitrogène et du carbone. Et nous pensons que les processus chimiques qui, sur Terre, sont à l'origine des matériaux biologiques et prébiologiques, qui ensuite font partie de la vie, peuvent avoir été à l'œuvre de la même façon sur Titan, si l'on a le même type d'éléments chimiques et de la chaleur. Certains pensent que si le cœur de Titan est suffisamment chaud, cette hypothèse pourrait se vérifier. Dans ce cas, la vie microbienne pourrait être encore présente, loin sous la surface. Des organismes vivants ont été trouvés qui prospéraient dans des crevasses humides à 3 ou 4 km sous la surface de la Terre.
Maintenant, si vous vous enfoncez dans Titan, et je parle ici de 50, 100 km, ou peut-être même 200, eh bien, tout comme lorsque l'on s'enfonce dans la Terre, la chaleur devient plus intense. Et il semble aussi que sur Titan, il y ait des éléments mélangés à l'eau, comme par exemple de l'ammoniac, qui peut agir comme un antigel. Et nous savons que l'eau, sous sa forme liquide, est un excellent médium pour toutes sortes de réactions chimiques, y compris celles qui produisent des acides aminés et d'autres substances chimiques prébiotiques. Pourtant, à l'heure actuelle, malgré tout, on ne peut guère observer Titan de près. Cette lune de Saturne est dissimulée par son atmosphère dense de nitrogène et de méthane. Le vaisseau spatial Cassini est équipé d'un spectro-imageur à infrarouge, mais les images prises sous une longueur d'onde visible sont généralement plus utiles pour les analystes. Il faut en quelque sorte contourner cette atmosphère opaque qui altère notre vision de la surface. Pour bien observer réellement ce qui se passe, et en particulier pour avoir une idée précise de la composition de tout ce que nous apercevons, il paraît évident que nous devons nous rapprocher. La sonde européenne Huygens s'est posée sur Titan et a envoyé des images vers la Terre, mais elle ne peut se déplacer à la surface. Se poser sur une planète vous donne une avance formidable en termes de science. Mais il ne s'agit que d'un point sur la planète. Que connaîtrait-on de la Terre en atterrissant dans le désert du Sahara, par exemple? On ne verrait pas quelle est la vie ici. Pour explorer les vastes espaces de Titan, on pourrait utiliser un appareil qui travaillerait un peu comme les ballons d'air chaud que nous avons sur Terre. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA développe un ballon qui transporterait du matériel pour prendre des images et également étudier l'atmosphère de Titan. Les ingénieurs considèrent qu'un ballon constitue une plateforme d'une grande stabilité pour ce type de mission. Si un ballon est coupé de tout contrôle électronique pour plusieurs heures, ce n'est pas grave. On peut avoir quelque chose à bord qui dit au ballon « D'accord, ferme ta valve de descente et mets-toi à une altitude où tu es en sécurité. Et tu restes là jusqu'à ce que tu reçoives de nouvelles instructions. » Les missions complexes vers des satellites très éloignés de notre système solaire sont exaltantes et permettent souvent de grandes avancées scientifiques, tandis que la promesse de découvrir des formes de vie extraterrestres est très mince. Il y a plus d'espoir de trouver une vie intelligente et génératrice de technologie quand on regarde au-delà du système solaire, vers les étoiles voisines. Pour beaucoup de spécialistes qui étudient l'univers, cette idée, quoique encore hypothétique, est parfaitement envisageable. La vie tend à évoluer pour rencontrer de plus en plus de succès. Et il semble que sur Terre, une des choses qui permettent aux organismes de réussir, ce soit de devenir intelligents. Donc il me semble fort possible qu'il y ait des créatures dotées d'une certaine forme d'intelligence sur d'autres planètes. Si l'une de ces formes de vie a débuté des milliards d'années avant le système solaire, elle a peut-être pris 1 milliard d'années de plus que nous pour arriver au même point. Mais maintenant, c'est le bon moment. Et les terriens sont à l'écoute tout autour du globe avec leur radiotélescope. Oh, well, howdy doody, boys and girls! Nous envoyons des signaux dans le vide depuis des décennies. Toutes les émissions, toutes les ondes radio FM, toutes les transmissions télévisées partent vers l'infini pour l'éternité. Quelqu'un, quelque part, pourrait-il les entendre ? Et combien de temps faudrait-il à nos signaux radio pour couvrir la distance ? Reprenons notre image. Le Soleil est une bille sur le trottoir de Manhattan. Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, est une bille sur le trottoir de Washington. Une étoile plus lointaine sera une bille placée à Rio de Janeiro. Une fusée lancée depuis la Terre, le trottoir de Manhattan, mettrait 75 000 ans pour atteindre Alpha du Centaure, celui de Washington. Et la même fusée
aurait besoin de 2 millions d'années pour atteindre Rio, une étoile située à 100 années-lumière de là. Heureusement, un signal radio est beaucoup plus rapide qu'une fusée. Il file à la vitesse de la lumière. Et au lieu de prendre 75 000 ans, un signal voyageant de la bille de Manhattan jusqu'à la bille de Washington ne prendrait que 4 ans et demi. Un signal allant de la bille de Manhattan à celle de Rio prendrait 100 ans pour faire le voyage. Certaines de nos premières émissions pourraient maintenant approcher de leur but. Voyons les choses à l'envers. Des civilisations extraterrestres intelligentes ne pourraient-elles envoyer des cliquettements vers la Terre simplement pour voir s'il y a quelqu'un? Les spécialistes sont à l'écoute grâce à la technologie créée à l'origine pour étudier les phénomènes cosmiques lointains, comme les étoiles en train d'exploser. De nombreux phénomènes produisent des ondes radio. En les étudiant, on obtient des informations sur ce qu'il y a ailleurs et comment ça marche. Le fait d'utiliser les antennes radio pour étudier l'univers est une idée qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Les immenses antennes radio utilisées aujourd'hui, ce qu'on appelle des radiotélescopes, sont tellement perfectionnées et sensibles qu'elles peuvent facilement détecter l'énergie d'une puce en train de dormir. Ce ne sont que de grands réflecteurs, au fond. Des ondes radio arrivent et tombent autour de nous sur toute la Terre. Certaines de ces ondes radio vont donc tomber sur ces antennes. Elles se réverbèrent sur ce grand miroir et sont concentrées après vers un amplificateur très sensible. Ensuite, des signaux sont envoyés via des câbles jusqu'à une pièce de contrôle où des récepteurs sensibles analysent cette énergie des ondes radio. Seth Shostak est un astronome de l'Institut SETI de Mountain View en Californie. SETI signifie « recherche d'une intelligence extraterrestre ». Ici aussi, on utilise des radiotélescopes, mais pas pour étudier des phénomènes cosmiques naturels. C'est exactement la même technologie qu'on utilise pour chercher des signaux qui sont non pas émis par la nature, mais par exemple par E.T. Et comment fait-on la différence? Le type de signal que nous recherchons est ce qu'on appelle un signal à bande étroite. C'est un signal qui est à un seul endroit de la longueur d'onde. Il est sur une seule fréquence. C'est ce qui indique qu'il est envoyé par un émetteur et non par la nature. Bien sûr, ce ne sont pas des scientifiques qui font ce travail d'écoute, mais des ordinateurs. Nous avons des récepteurs spécialisés qui font le travail et des ordinateurs qui contrôlent les récepteurs. En général, ceux-ci contrôlent 100 millions de canaux en même temps. Si un ordinateur voit un signal qui lui paraît pouvoir être une forme de vie extraterrestre et non un radar d'aéroport ou un satellite de télécommunication, il va suivre ce signal. Et si cela commence à lui paraître intéressant, que cela peut être le grand truc qu'on attend, alors il nous contactera et attirera notre attention dessus. Pour l'instant, aucun signal de ce type n'a été détecté. Mais l'Institut SETI continue fidèlement ses recherches, et à juste titre, selon beaucoup d'astronomes réputés. Absence de preuve ne signifie pas preuve d'absence. Donc nous ne pouvons pas dire que du fait que SETI n'ait rien trouvé jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas d'autre civilisation intelligente quelque part. Non, on ne peut pas dire cela. Et je soutiens la poursuite de ces recherches. Il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. En considérant simplement ces chiffres, je serais surpris qu'il n'y ait pas une forme de vie intelligente quelque part dans l'univers. Mais les objets cosmiques sont si nombreux. Comment les astronomes de SETI déterminent-ils l'endroit exact où ils vont porter leurs efforts et diriger leurs télescopes? Ce qu'on veut, c'est capter des systèmes stellaires qui ont une chance de posséder une planète comme la nôtre et d'abriter une forme de vie intelligente. Mais nous ne savons pas vraiment quel type de planète dépend de ces étoiles. Nous avons une longue liste de millions d'étoiles relativement proches. C'est notre jardin cosmique et nous ne faisons que tracer notre voie parmi elles. Et qu'arriverait-il si un jour, un télescope radio SETI captait un signal qui ressemblerait à ce qui pourrait être une transmission extraterrestre?
Une chose que vous feriez certainement si vous captiez un signal, c'est de dire « je n'y croirais pas avant que quelqu'un d'autre l'ait vu aussi ». Parce qu'il peut y avoir des bugs dans le système informatique. Donc ce que vous feriez, au moment où vous pensez que ça a l'air réel, est d'appeler quelqu'un d'un autre observatoire radio qui a les mêmes antennes que vous. Et vous lui diriez « écoute, regarde cette partie du ciel à telle fréquence radio, regarde cette partie de la longueur d'onde, et vois si tu trouves quelque chose ». Et si c'était confirmé par 2 ou 3 observatoires, je pense qu'à ce moment-là, vous pourriez tranquillement organiser une conférence de presse. Mais si notre premier contact avec un extraterrestre ne passe pas à travers un signal radio, si E.T. arrivait sous une forme inconnue, la première délégation extraterrestre pourrait atteindre la Terre sous forme de machines tellement minuscules que nous ne pourrions les détecter à l'œil nu. Forward. You speak English. We speak every language. Depuis les années 50, les films de science-fiction mettent en scène des extraterrestres qui ressemblent à des humains. Homo sapiens, slaves. Un type de créature a été largement popularisé dans les dernières décennies. Les ufologues enthousiastes pensent que des militaires américains ont découvert des corps issus d'un vaisseau spatial extraterrestre qui se serait écrasé dans les années 50. Ces extraterrestres présumés sont des humains de petite taille avec des têtes disproportionnées. Ce sont de petits hommes gris. En général, ils ont des grands yeux et ils ne rient pas. Peut-être qu'ils n'ont pas d'ADN, mais ils relèvent de la biologie. Ils sont vivants. Ils ont une forme anatomique facile à saisir et à accepter pour les êtres humains. Est-ce vraiment à cela que ressemblerait E.T.? Peut-être. C'est une hypothèse. Mais en même temps, je pense que dans des centaines d'années, nous pourrons inventer des machines pensantes. Et si nous le pouvons, peut-être les extraterrestres l'ont-ils déjà fait depuis longtemps. Il faut garder à l'esprit que l'univers est vaste et très ancien. Ils ont eu tout le temps. Hello, Kismet. You gonna talk to me? Les machines pensantes paraissent bien loin de nous. Pourtant, certains futurologues pensent qu'elles sont à notre porte. Nous réduisons la taille des transistors sur les circuits intégrés. Tous les 2 ans, nous pouvons mettre 2 fois plus d'informations sur une puce. Et en étant plus petit, cela va de plus en plus vite. Et ce sera encore le cas pendant des décennies. Aujourd'hui, je peux avoir dans ma poche un ordinateur qui est des milliers de fois plus puissant que celui que je partageais avec des milliers d'étudiants et de professeurs quand je suis arrivé à MIT dans les années 60. Ray Kurzweil est convaincu que la puissance et la vitesse des ordinateurs surpasseront rapidement celle du cerveau humain. Prenez l'estimation la plus modeste quant au volume de calcul nécessaire pour simuler le cerveau humain. Elle est de 10 puissance 10 à 10 puissance 16 calculs par seconde. Cela dit, il y a des estimations plus basses encore. Mais prenons l'estimation haute parmi les plus modestes. Nous aurons cela pour $1 million vers 2020 et pour $1 vers 2030. Nous aurons tout cela dans un super ordinateur dans quelques années. Kurzweil prédit que dans un futur proche, de minuscules ordinateurs seront intégrés dans le corps humain pour pallier à certaines de ses faiblesses. Nous avons déjà commencé. Il y a des gens qui ont des ordinateurs qui remplacent une partie de leur cerveau, par exemple ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Et ces systèmes peuvent déjà intégrer de nouveaux logiciels. Vous pouvez les télécharger de l'extérieur du patient pour l'ordinateur qui est dans son cerveau. Ça se passe aujourd'hui. Cela ne s'arrête pas là. La technologie se perfectionne et des machines microscopiques qu'on appelle des nanorobots seront capables, dirigés par un ordinateur, d'accomplir toute une gamme d'actes de maintenance à l'intérieur du corps humain. Finalement, nous serons capables de faire passer ces appareils dans le système sanguin. Et nous aurons des milliards de ces ordinateurs de la taille d'une cellule sanguine et de nanorobots dans le sang. Ils nous garderont en bonne santé et ils seront en interaction avec nos neurones. C'est ainsi que vers 2030, l'homme et la femme de la rue seront en partie biologiques et en partie non biologiques. Mais la prédiction la plus étonnante de Kurzweil,
c'est que les ordinateurs permettront finalement aux humains de dépasser la biologie et de se dépouiller entièrement de leur corps. Ils étudieront les fonctions neurologiques d'un individu et téléchargeront ses connaissances, son expérience et sa personnalité qu'ils dirigeront vers un système de stockage. Vous pourrez aller à l'intérieur de mon cerveau, à travers le système sanguin, et envoyer des milliards de scanners de taille microscopique dans mon cerveau à travers les capillaires. Ils scanneront tous mes neurones et rassembleront tous les détails qui me concernent, les neurotransmetteurs, la concentration d'ions, les connexions interneuronales, absolument tout ce qui me constitue. Je pense que ce sera parfaitement faisable. Cela prendra un peu de temps, 40 ans peut-être ou plus. Mais il viendra un moment où on pourra capter chaque particularité d'un individu et recréer ensuite sa personnalité. Les implications de tout cela sont bouleversantes, et parmi elles, la perspective d'immortalité. Si un système informatique meurt, ce n'est pas la fin des dossiers. Il suffit de les copier sur une nouvelle machine. Toutes les caractéristiques de votre machine peuvent être préservées. Vous pouvez en faire une copie. Les machines elles-mêmes seront assez intelligentes pour se reproduire et améliorer régulièrement leur design. Nous voyons déjà des systèmes qui se reproduisent seuls dans les ordinateurs. Par exemple, un virus, c'est une entité. Ce n'est pas physique, c'est juste un élément de logiciel, mais qui est capable de se copier lui-même. Et c'est ainsi que quelqu'un peut expulser un virus, qui est en train de se copier lui-même, et ensuite le propager par Internet. Voilà ce qu'est l'auto-reproduction. Et bien sûr, ces machines intelligentes, qui sont à la fois immortelles et beaucoup moins vulnérables aux radiations et autres dangers cosmiques, seraient capables de survivre à de longs voyages interstellaires. C'est un raisonnement qui amènerait Kurzweil et les autres futuristes à penser que notre première rencontre extraterrestre a plus de chances de se produire avec des machines intelligentes qu'avec des créatures biologiques. Ils n'enverront pas de grandes créatures malassonnes, mais de petits systèmes microscopiques non biologiques. Et c'est ce que nous allons faire, nous aussi. Qu'elle soit intelligente ou non, biologique ou pas, la découverte d'une forme de vie extraterrestre serait sans doute la révélation scientifique la plus importante de l'histoire de la civilisation humaine. Certains affirment que cela pourrait même avoir une influence très positive sur la conception humaine. Je pense que cela changerait réellement notre perspective en tant qu'individu. En tout cas, cela nous montrerait que nous sommes une espèce parmi d'autres dans un monde, dans un univers, et que nous ne sommes uniques que parce que nous sommes. Et si cela ne nous donne pas la force de dépasser certaines de nos différences stupides, je ne sais pas ce qui se passera. Je pense que c'est une des meilleures choses qui pourrait nous arriver. Certains pensent qu'un éventuel contact avec une civilisation extraterrestre ne provoquerait aucune panique dans les rues. At the proper moment, the invasion will be launched from our platforms. I'm getting out of here. Stay where you are. Je pense que les humains sont beaucoup plus prêts qu'on ne le pense à rencontrer des extraterrestres. Nous sommes beaucoup plus souples et ouverts à ce genre de choses. Et l'idée selon laquelle nous serions en proie à la panique et que notre société exploserait me paraît bien réductrice. Mais si nous ne trouvons jamais de réponse, si nous n'entendons jamais de signaux extraterrestres, si nous ne rencontrons jamais d'espèces intelligentes en dehors de la nôtre, dans ce cas, le silence est aussi à sa manière une réponse d'une grande profondeur. Il nous dit que la vie est unique, que la vie intelligente est précieuse, et que tel un trésor, elle doit être protégée à tout prix. Sommes-nous vraiment seuls ? C'est peut-être la question la plus importante que nous puissions nous poser à propos de l'univers.